Il y a peu de licences de cinéma qui peuvent se targuer d'avoir bénéficié d'excellentes adaptations en jeux vidéo. Ce qu'on a appelé les jeux à licence, c'est généralement pas très bien vu, et d'ailleurs, ça ne se fait plus vraiment. La raison, un calendrier de sortie souvent trop serré pour que les développeurs puissent créer un produit intéressant, un public cible pas vraiment clair, et surtout, selon moi, une impasse dans laquelle tombent la plupart des éditeurs, proposer une retranscription du film plutôt qu'une création originale dans le même univers. Et la licence qui a le mieux réussi à proposer des idées innovantes en termes d'adaptation de licence, eh bah, c'est Star Wars. L'avantage avec Star Wars, c'est qu'on peut en faire ce qu'on veut. Du jeu de tir, du jeu de stratégie, du MMO, du jeu de pilotage, des jeux de baston, des beat'em all, tout y passe. Et même mieux, les particularités de l'univers ont amené à créer des sous-genres de jeux vidéo à part entière, tels que les jeux de combat de sabre laser, les jeux de dogfight en vaisseau spatial et même de la simulation VR de Dark Vador. Néanmoins, un rêve est resté gravé dans l'esprit des fans, celui de pouvoir parcourir cette galaxie lointaine, très lointaine, et incarner son propre personnage qui vivra une aventure épique et palpitante dont seuls les films ont le secret. Oui, je sais à quoi vous pensez et veuillez économiser votre sarcasme. On a toujours effleuré cette promesse avec des jeux magnifiques et vastes, mais le seul qui ait su marquer au fer rouge le cœur des fans, ça ne pouvait être qu'un RPG développé par les maîtres incontestés du genre à son époque. Je vous propose aujourd'hui de retracer l'histoire de ce jeu légendaire qui nous a permis, et nous permet encore depuis 2003, d'incarner d'aussi lumineux qu'obscurs chevaliers de l'ancienne République. Bienvenue dans XP. Nous sommes en 1979. Alors que les États-Unis se remettent péniblement de la guerre du Vietnam et que débute l'invasion de l'Afghanistan, l'industrie d'Hollywood entre dans une nouvelle ère, celle du retour aux superproductions en studio, et ce, en partie grâce à un film pourtant réalisé par un homme qui ne portait guère ce modèle d'industrie dans son cœur. Cet homme, c'est George Lucas, et ce film... Le film le plus extraordinaire de tous les temps, La Guerre des Étoiles. C'est Star Wars. George Lucas, tout entrepreneur qu'il est couronné du succès planétaire et de la révolution cinématographique qu'est sa nouvelle franchise de science-fiction. Passionné par les technologies numériques dans lesquelles il voit l'avenir du cinéma, il ordonne au sein de la société Lucasfilm la création d'une division consacrée à l'informatique et aux jeux vidéo alors naissants. C'est ainsi que naît un certain Lucasfilm Games. Son rôle est d'appliquer ce qu'il appelle la touche Lucas, qui a fait le succès de Star Wars et de la société d'effets spéciaux de cinéma ILM, en l'appliquant au monde du jeu vidéo. Les premiers jeux de la compagnie prennent place dans l'espace et sont développés sur les toutes premières consoles Atari et les micro-ordinateurs Commodore et Apple. Alors ça paye pas une mine comme ça, mais pour les années 80, c'est des très beaux jeux avec une patte très identifiable. Ah, c'est sûr, on n'est pas sur du 4K 60 FPS. Lucasfilm Games se spécialise alors dans des jeux réalisés avec intelligence, notamment des jeux d'aventure en point and click qui forgeront la légende du studio, avec Monkey Island, Day of the Tentacle et Sam & Max. Aussi, le studio travaille sur des jeux à licence, donc des adaptations de films en jeux vidéo, que produit la maison mère comme Labyrinthe ou Indiana Jones. Mais alors, et pas Star Wars? Eh bien ce cher George Lucas a vendu en 1980 les droits d'adaptation de Star Wars à l'éditeur Atari, empêchant Lucasfilm Games d'en profiter. Atari publie alors des jeux très moyens qui ne rendent pas vraiment honneur à la licence. Ah ouais, ça a l'air vraiment à chier. Aucun titre sorti par l'éditeur ne parvient à marquer les esprits, là où Lucasfilm Games se montrait excellent à travers toutes les années 80. Alors que le monde plonge dans les années 90, le contrat avec Atari est rompu, et c'est Lucasfilm Games qui récupère la licence Star Wars tant convoitée. C'est alors que le studio est restructuré et rebaptisé du nom de LucasArts. La société s'associe au studio japonais JVC pour développer 3 jeux directement issus des films, des adaptations des 3 films originaux sur la console la plus répandue à l'époque, la NES, puis la Super NES. La trilogie des Super Star Wars est publiée et cartonne auprès du grand public. LucasArts prend alors confiance et met son talent notamment dans la conception de simulateurs de pilotage au profit de la licence Star Wars. C'est la période de la saga des X-Wing, des simulations de vol et de dogfight dans l'espace, à bord des vaisseaux les plus célèbres de la licence. X-Wing, TIE Fighter et surtout le magistral Rebel Assault sont d'excellents jeux qui transforment l'essai, surtout que la licence s'apprêtait à vivre un nouveau tournant. Star Wars Episode 1 The Phantom Menace. Star Wars The Phantom Menace. Star Wars. Star Wars.
En effet, George Lucas a lancé la production de sa trilogie de préquels, les épisodes 1, 2 et 3 de Star Wars, et le grand public a donc un grand regain d'intérêt pour la licence. La gamme de jeux s'élargit donc en lorgnant du côté d'autres genres que les jeux de plateforme et les simulateurs de vaisseaux. Le succès planétaire de Doom permet la naissance de la licence Dark Forces, des FPS Star Wars d'excellente qualité, puis l'apparition du support CD-ROM permet d'intégrer des vidéos d'une qualité inimaginable. Maintenant, je vais débarrasser l'univers du dernier résidu de la force. Oui bon, certaines choses doivent rester dans le passé. D'une certaine façon, je suis assez déçu. Les consoles de jeux ne sont pas sans reste, avec des jeux de pilotage comme Rogue Squadron et le magnifique projet transmédia Shadow of the Empire qui méritent beaucoup d'intérêt mais sur lequel je ne vais pas m'étendre aujourd'hui. Bon, c'est la profusion de jeux Star Wars car la demande est énorme et la machine à fric est largement en marche. Les années 90, c'est une période très riche pour la licence Star Wars qui voit être éditée parmi les meilleurs jeux avec les séries X-Wing et Dark Forces, mais aussi de gros échecs critiques commerciaux comme le tristement célèbre Master of Terrascasi et Yoda Story. La sortie en 1999 de La Menace Fantôme fait se vendre comme des petits pains toute une palanquée de jeux édités par LucasArts, quelle que soit leur qualité. La critique se fait beaucoup moins tendre, surtout que les films ne sont pas vraiment à la hauteur des espérances de tout le monde. The Phantom Menace was 18 months ago, Tim. I know, Bilbo. Okay, it still hurts. You know, that kid wanted a Jar Jar doll. Kids like Jar Jar. Why? Mais n'empêche que les ventes suivent plutôt bien. C'est surtout sur console que les jeux perdent en qualité, là où sur PC, la plupart des sorties sont de meilleure qualité. Ouais, on vous prenait vraiment pour des pouces-boutons débiles à l'époque, les joueurs console, hein, désolé. Avec notamment la série des Jedi Knight et de Galactic Battleground. Enfin, Lucasfilm prévoit pour 2002 la sortie d'un tout nouveau raz de marée qui déferlera sur toute l'industrie du cinéma. La machine est relancée et il faut sortir à tout prix de nouveaux jeux estampillés Star Wars. Et le directeur de LucasArts, Simon Jeffrey, flaire un bon filon. Il a pu mettre la main sur un RPG Donjons et Dragons à succès développé par le studio canadien BioWare, qui porte le nom de Baldur's Gate. Très impressionné par le talent du studio, il entre en contact avec les deux patrons du studio, Gregory Zeschuk et Raymond Muzyka, alors qu'ils travaillent d'arrache-pied sur leur futur grand projet de RPG pour les gouverner tous, Neverwinter Nights. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire de BioWare en profondeur, petit studio canadien qui signe chez Interplay pour réaliser Baldur's Gate qui devient un des plus grands RPG des années 90. Le studio quitte son éditeur pour rejoindre Atari et concevoir leur propre RPG permettant à la communauté de créer leurs propres aventures. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de BioWare, je vous conseille vivement le visionnage de l'épisode précédent de XP que j'ai consacré à la saga Neverwinter Nights. Vous allez voir, il y a du croustillant. En 1999, BioWare s'est alors vu confier un projet de jeu à mascotte par Sony, ce qui n'enchante pas vraiment le studio vu les succès consécutifs de leurs deux précédents jeux et de ce qu'apprête à être Neverwinter Nights. On propose aussi à BioWare le projet d'un RPG X-Men, mais de même cela ne botte pas vraiment les développeurs. Simon Jeffrey vient alors avec une proposition en or, confier à BioWare la responsabilité de confectionner un RPG dans l'univers de Star Wars. La proposition rend les patrons de BioWare bouche bée. Et il faut dire, c'est pas la première fois qu'un studio ou qu'un éditeur de RPG tente de convaincre la firme de George Lucas de décrocher un tel projet, mais tous les courriers étaient restés jusqu'ici sans réponse. Tous les 75 développeurs que compte alors le studio sont rassemblés dans une salle de réunion par Zeschuk et Muzyka, qui soumettent un choix à l'équipe. Réaliser le jeu à mascotte pour Sony, ou travailler sur la licence Star Wars. Autant vous dire que tous les salariés, Étant d'énormes nerds comme vous pouvez en imaginer, eh bah ils hésitent pas une seule seconde. Par ailleurs, c'est particulièrement une aubaine pour un des jeunes designers de niveau de BioWare nommé Casey Hudson. Ce jeune Canadien diplômé d'ingénierie mécanique est autant à l'aise avec la technique qu'avec la modélisation 3D et cumule quelques casquettes depuis une poignée d'années au sein de BioWare. Il travaille alors sur le design d'un nouveau jeu de tir à la troisième personne développé par le studio, le complètement oublié MDK2. ouais, pas du tout un jeu de pilotage de méca comme je l'ai dit dans le dernier épisode, ça m'apprendra, tiens. C'est un immense fan de science-fiction, un nerd acharné qui adore écrire des histoires dans ce type d'univers. Alors qu'il teste péniblement les niveaux de ce jeu de seconde zone pour le studio, Casey Hudson fait part à Gregory Zeschuk son envie de s'investir sur le projet, sans vraiment y croire vu son jeune âge et son manque d'expérience. Sa requête n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd car Zeschuk lui offre quelques semaines plus tard la direction du projet de RPG Star Wars. Les équipes d'artistes et de scénaristes s'attellent alors à une première phase de production du projet dès l'an 2000. Dès le début, c'est difficile de se détacher de la nostalgie qu'on éprouve alors pour la saga Star Wars, surtout que le vent de fraîcheur que représente la prélogie qui sort au cinéma ne satisfait pas vraiment tous les anciens fans, dont font partie les employés. Alerte, alerte,
Je m'appelle Anakin, je suis si nul que je fous toute la saga en l'air. Les artistes commencent à proposer leur design novateur et vont même à la rencontre de Ralph McQuarrie, le concept artiste légendaire de la trilogie originale, en plus de quelques allers-retours au Skywalker Ranch, le lieu où tout Star Wars est créé. Cependant, réaliser un RPG dans la période de la guerre des clones, voire encore pire, adapter le scénario de l'épisode 2, Je n'aime pas le sable. et bah, c'est pas l'idée qui enchante le plus les développeurs. L'équipe demande donc à LucasArts s'il est possible de négocier un truc quoi. L'éditeur n'a pas à se creuser la tête beaucoup plus longtemps, car une publication de comics nommée Tales of Jedi, en français la légende des Jedi, vient d'arriver à son terme, et de mettre une belle claque à tous les fans de l'univers étendu de Star Wars. La légende des Jedi, ça vous dit rien? Bah et si on laissait une vraie spécialiste et fan de l'univers de Star Wars vous en parler? Salut Sia, comment tu vas? Super, et toi Jaden? Merci de m'inviter sur ta chaîne pour parler du meilleur jeu de la galaxie, j'ai nommé KOTOR. Tu parlais de comics, en effet, Tales of the Jedi est une série de bandes dessinées publiée par Dark Horse Comics entre 1993 et 1998, couvrant 8 arcs narratifs se passant pendant la période de l'Ancienne République, donc entre 25 000 et 1000 ans avant la bataille de Yavin. Ce qui est intéressant de noter, c'est que l'auteur Tom Veitch avait contacté Lucasfilm pour écrire l'histoire d'Anciens Jedi. Et les équipes lui avaient rétorqué à l'époque que Star Wars était mort et qu'ils ne croyaient pas que le projet marcherait. En fin de compte, on entend cette phrase depuis 30 ans, mais cela n'a pas empêché George Lucas d'adorer l'idée et de donner carte blanche pour l'histoire de Tales of the Jedi. Le premier numéro, intitulé Ulic Qel-Droma et la guerre des fauves d'Onderon, a été publié en 1993, mais sera par la suite plus connu sous le nom de Knights of the Old Republic. La série explore dans un premier temps les aventures d'Ulic Qel-Droma et de Nomi Sunrider jusqu'à la Grande Guerre des Sith, avant de remonter 1000 ans en arrière pour relater les événements de la Grande Guerre de l'hyperespace en s'achevant avec la rédemption d'Ulic. Tales of the Jedi nous amène notamment aux origines des premiers seigneurs noirs ainsi que de l'Empire Sith. Et c'est notamment dans cet homme que l'on apprend la mort du puissant Marc Aragnos et la volonté de son successeur Naga-Sadow de conquérir la galaxie. 600 ans plus tard, c'est un Jedi déchu appelé Freedon Nad qui redécouvre Yavin 4 et l'esprit de Naga-Sadow qui devient alors son maître. Il se sert de ses nouveaux pouvoirs du côté obscur pour s'imposer comme le souverain de la planète Onderon, et son esprit continuera d'ailleurs d'y régner en maître, et ce, bien après sa mort. C'est donc là que notre Ulic Qel-Droma entre en scène, puisque c'est un Jedi envoyé sur Onderon pour arbitrer le conflit entre les chevaucheurs de bêtes et la reine Amanoa. Il y rencontre l'esprit de Freedon Nad et le culte de Krath qui le convertiront au côté obscur après s'être lancé à l'assaut de la République. C'est le début de la Grande Guerre des Sith. Et notre KOTOR 1 se passe tout juste 40 ans après la fin de la Grande Guerre des Sith. Paradoxalement, c'est KOTOR 2 qui fera le plus de références aux comics en mettant en scène la planète Onderon, le culte de Freedon Nad, des armures d'Ulic Qel-Droma et la lune de Tsun. Pour moi, ces comics sont des classiques qui ont véritablement enrichi l'univers étendu, notamment par le biais de personnages emblématiques tels que Odan Ur qui posa les bases de la philosophie Jedi telle que nous la connaissons jusqu'à la Purge, Nomi Sunrider qui dirigera l'Ordre Jedi, sa fille Vima qui enseignera à l'exilé dans KOTOR 2, ou encore Exar Kun avec son double sabre laser. Avec autant de références et d'intrigues autour des Sith, des Jedi, du côté obscur, des conflits, il était idéal de pouvoir développer un jeu vidéo dans ce contexte pour que les fans puissent créer leurs propres héros et explorer cette époque si vaste. C'est pour ça que cette période de l'univers étendu de Star Wars est choisie par BioWare pour leur jeu. Le studio propose le titre Age of the Jedi à LucasArts qui, le trouvant trop similaire au Retour du Jedi, leur soumet plutôt le nom du premier numéro de la série de comics Knights of the Old Republic, les Chevaliers de l'Ancienne République. Ou Caballeros de l'Antigua República en espagnol, parce que eux, ils l'ont vraiment traduit. Alors que l'idée d'origine était que le joueur incarne l'héroïne de la série de comics Nomi Sunrider, des soucis de droit sur le nom poussent le studio à abandonner l'idée et proposer de tout nouveaux personnages.
BioWare est très tôt étonné de la relation que le studio entretient avec l'éditeur LucasArts. Là où travailler sur des licences comme Marvel, Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux demande d'innombrables allers-retours pour valider la moindre décision, George Lucas semble laisser une liberté quasi totale aux scénaristes. Toutes les propositions du studio sont acceptées sans trop de problèmes et permettent aux scénaristes de travailler une histoire avec les mains les moins liées possibles. Le seul point qui pose problème, c'est d'approfondir le lore des Hommes des Sables, mais BioWare finit quand même par avoir les mains libres là-dessus. Selon les équipes créatives, le mantra de Lucasfilm était « Tant que c'est bien, eh ben c'est canon ». Ah oui, des choses qui ont bien changé. Les équipes de BioWare sont extatiques à l'idée de développer un jeu possédant cette licence. Toutes les étapes de développement sont magiques, la création du flou, des sabres laser, l'élaboration des maps, etc. Le projet, qui doit d'abord être un RPG en vue de dessus, est très vite repensé pour une caméra à la troisième personne, pour un feeling plus cinématographique. Le travail se divise alors entre les chefs d'équipe. Pour le pôle scénario, on choisit l'auteur issu de Wizards of the Coast, Drew Karpyshyn, qui avait déjà collaboré avec BioWare sur Neverwinter Nights. Pour le pôle système de jeu, il est confié à James Holland, qui prend en charge d'adapter les règles de la 3ème édition révisée de Donjons et Dragons à l'univers de Star Wars. Le travail préparatoire est enfin terminé, et le studio passe au plus difficile, la conception du jeu. BioWare reprend le moteur de jeu maison qui avait servi de structure à Neverwinter Nights, le Aurora Engine, un moteur 3D très simple d'utilisation et qui avait déjà fait ses preuves. Les développeurs améliorent l'outil en profondeur pour accoucher du Odyssey Engine. C'est un premier moteur de jeu pour RPG développé par BioWare qui est pensé pour être adapté sur console, notamment la Xbox de Microsoft. Le moteur améliore considérablement les modèles 3D qui donnaient des résultats immondes sur Neverwinter Nights. Plus jamais je veux voir leur tronche. En améliorant entre autres les animations faciales. Les transformations du moteur permettent aussi de donner plus de vie aux environnements et d'obtenir des résultats plus convaincants. Comme vous le savez, faire un système de combat en se basant sur des règles de jeu de rôle, c'est très vite très chiant. En la matière, BioWare a eu de bons résultats dans leurs expérimentations sur Baldur's Gate et sa pause active bien pratique, puis sur Neverwinter Nights et ses animations dynamiques. Pour KOTOR, le studio travaille sur un système beaucoup plus orienté action, avec un semi-tour par tour dynamique et très visuel. Cependant, les premiers tests de démo par les joueurs se sont avérés assez peu concluants. En effet, les joueurs bourrinaient les boutons comme des gorilles compulsifs et jouaient un peu n'importe comment. Ouais, les premières versions de système étaient pas très intuitives, ce que le studio corrigera par la suite en retravaillant toute l'interface. Pour les cinématiques, BioWare met le paquet pour donner le sentiment de vivre dans un film Star Wars. Le moteur de jeu intègre des règles de cinéma pour proposer des compositions de plans crédibles et automatisées. Ça, en plus des tas d'IA d'ennemis et d'environnements énormes à charger, ça met beaucoup à l'épreuve la petite Xbox de Microsoft qui crache pas mal ses poumons pour faire tourner le titre, malgré les optimisations de l'équipe. Pour ce qui est de la partie audio du titre, le travail est complètement externalisé et le studio ne s'en occupe pas du tout. LucasArts prend en charge l'enregistrement des plus de 50 000 lignes de dialogue. Dont la moitié sont du charabia alien, c'est un peu de la triche. Une centaine de comédiens sont mobilisés pour réaliser toutes les voix que nécessite le jeu. Les voix aliens ont d'ailleurs été réalisées à partir des travaux de Ben Burtt, le sound designer légendaire de Star Wars, pour faire des phrases qui avaient un minimum de sens. Le studio pique aussi à Ben Burtt quantité de sound design pour l'intégrer au jeu et en faire une bande son authentique. Enfin, pour ce qui est de la musique, c'est le compositeur Jeremy Saul, qui avait déjà travaillé sur Neverwinter Nights, qui prend la lourde tâche d'imiter le style iconique de John Williams en musique assistée par ordinateur en MIDI et en 2002. Ouais, autant vous dire que ces machines crachaient tout ce qu'elles avaient pour reproduire la richesse des orchestrations chères à la saga. Assez rapidement, LucasArts demande à BioWare de présenter à la presse une démo de KOTOR pour faire un peu de communication. Ainsi, à l'E3... Mais si, le salon de jeux vidéo international là, faites pas genre que vous l'avez oublié. BioWare doit faire une présentation presse d'un jeu très loin d'être fini. Le studio trouve alors une solution, prendre littéralement leur jeu MDK2, celui que tout le monde a oublié, et appliquer des environnements Star Wars partout, en espérant que la presse n'y verra que du feu. Il fallait que les développeurs fassent attention pendant la démo d'ailleurs, car la plupart des fonctionnalités propres à MDK2 étaient encore présentes. Et vous pouvez remercier la chaîne de documentaire américaine NoClip pour avoir mis en ligne les archives de cette démo de presse de la honte. La production de KOTOR a commencé en 2000 et s'est terminée en 2003, ce qui constitue un cycle de développement généreux. Mais l'ambition du projet s'est tout de même heurtée à la réalité comme pour les jeux BioWare précédents, et ceux qui suivront vous imaginez bien. Un niveau entier est retiré du jeu, la planète Hutt de Sly and Ron, et l'équipe accélère le rythme à mesure
mesure que la deadline finale s'approchait. La phase de crunch commence assez vite et la chasse aux bugs se révèle être un véritable calvaire. Certains développeurs en ont dénombré pas moins de 39 000. C'est un changement de calendrier à cause de la sortie sur Xbox qui met le feu aux poudres. En effet, il faut livrer en avance une copie finale du jeu au laboratoire de Microsoft pour sortir leur jeu dans les temps. Et BioWare est forcé d'avancer la date de sortie du jeu de plusieurs semaines. L'équipe redouble d'efforts et le temps de travail est à nouveau décuplé. BioWare avait mis en place des horaires de fin de travail définitives en fin de journée pour préserver les équipes, mais toutes les barrières ont explosé à mesure que la deadline s'approchait. Faut dire, regardez l'espace dans lequel évoluent les développeurs, des locaux minuscules et des tas de machines qui tournent à plein régime toute la journée. Les employés font des nuits blanches, s'endorment en pleine réunion et font face à un stress immense. De nombreuses tensions apparaissent et explosent au sein du studio, que ce soit des différents créatifs ou des conflits interpersonnels. Les salariés vont tous les soirs relâcher la pression, l'alcool leur permettant de tenir ce rythme effréné. La copie du jeu est envoyée dans les temps à Microsoft pour la Xbox et la version PC profite de quelques peaufinages. Star Wars Knights of the Old Republic est publié le 16 juillet 2003. This is but a taste of the dark side. KOTOR situe son action 4000 ans avant les films, durant la guerre civile des Jedi, un conflit opposant des Jedi à des Sith. Attention, spoilers, comme d'habitude. Après avoir choisi d'incarner un homme ou une femme, ainsi que votre classe de départ, vous vous réveillez à bord d'un croiseur de la République Galactique qui subit l'abordage de soldats Sith en mousse. Vous rejoignez le soldat de la République Kars Onazi et prenez une capsule de sauvetage pour Taris, une planète sous le contrôle de l'Empire Sith. On se met à la recherche d'une certaine Bastila Shan. Oui, on peut la romancer, vous êtes bien chez BioWare. Une chevalier Jedi qui a été capturée par un gang de motards du futur. Une fois la Jedi récupérée, on se fait quelques copains, dont un droïde mascotte, un bodybuilder mandalorien et une ado avec son nounours de compagnie. Avec cette belle équipe, on s'empare d'un super vaisseau, l'Ebon Hawk, qu'on utilise pour quitter la planète avant que le très méchant et sans mâchoire Dark Malak ne la détruise sous nos yeux. La prochaine destination est Dantooine, dans le camp de vacances de l'Ordre Jedi, où votre personnage est emmené pour suivre les voies de la Force, malgré l'avis contraire de quelques personnages un peu relous. Vous feriez mieux de vous concentrer davantage sur vos leçons. Après avoir réglé des conflits de voisinage entre fermiers, Ça, c'est du Star Wars authentique. on découvre dans les ruines d'un peuple ancien un fragment de carte permettant de retrouver la trace d'une super arme très dangereuse, la Forge Stellaire. Notre mission à travers la galaxie est toute tracée, retrouver tous les fragments de cartes pour éviter que l'Empire Sith ne mette la main dessus. On traverse de nombreuses planètes de l'univers Star Wars, comme Tatooine et ses zones de dunes interminables, Kashyyyk et son intrigue politique que je n'arrive pas à prendre au sérieux avec les doublages en Wookiee, Manaan et ses conflits juridiques qui sont bon la marée entre deux escapades sous-marines, et Korriban, la plaine d'origine des Sith, pour se faire passer pour un étudiant en licence 3 massacre d'enfants. Entre-temps, notre amante Bastila Shan se fait capturer et s'ajoute à la recherche des cartes une demoiselle en détresse. Cependant, on apprend une terrible révélation de la bouche du grand méchant Dark Malak, son maître Dark Revan, qui est à l'origine de l'Empire Sith, et bah c'est vous. Après des dizaines d'heures de dialogue avec votre équipage et de phases de tourelle absolument palpitantes, on rejoint une mystérieuse planète perdue où se trouve la Forge Stellaire, d'ores et déjà contrôlée par l'Empire Sith. Aidé par les autochtones, qui ne sont rien de moins que les créateurs de la civilisation galactique, on est propulsé dans la Forge Stellaire, alors qu'une méga bataille spatiale fait rage entre la marine républicaine et les forces Sith. Ça fait des centaines de soldats Sith, de Jedi noirs et de machines à dérouiller. Essayez pas de nettoyer la carte, il y en a à l'infini, j'ai essayé. Et on arrive face à notre pire ennemi, Dark Malak. Ce salaud absorbe l'énergie des Jedi prisonniers pour se donner une nouvelle jeunesse, mais on finit par lui péter la tronche comme il le faut. La fin dépend de votre alignement, la République est sauvée et l'Empire s'effondre si vous avez suivi la voie des bons samaritains Jedi, et vous devenez le nouveau grand maître de l'Empire si vous avez suivi la voie des psychopathes. Parce que oui, le jeu permet de faire de belles saloperies. Bon, si la question que vous vous posez, c'est est-ce que KOTOR a volé son statut culte, croyez bien, que non. C'est difficile de parler de ce jeu sans nostalgie, surtout qu'il est impossible de ne pas remettre ce jeu dans le contexte de l'époque. KOTOR nous propose un système de combat en semi-tour par tour assez dynamique, mais qui se révèle plutôt daté, avec un rythme qui a le cul entre deux chaises, ni assez tactique qu'un pur tour par tour, ce qui rend certains affrontements brouillons, ni assez action, puisque vous passez l'essentiel des combats à frénétiquement bourrer la touche des luches de coups. Et pas faire grand chose d'autre.
C'est l'aspect qui est le plus vieilli du jeu selon moi, surtout au début où les personnages suivent une courbe de progression assez lente, comme souvent dans les RPG qui utilisent le système Donjons et Dragons. De ce que j'ai pu voir chez les nouveaux joueurs de KOTOR, ceux qui ne l'ont pas découvert pendant les années 2000, c'est le rythme général de l'aventure qui agit comme le principal repoussoir. C'est vraiment fucking brut de décoffrage. En vrai c'est très court le début quand tu sais où aller. Bah oui, mais du coup c'est un labyrinthe quoi. Le pire c'est quoi, j'ai fait du auto-leveling en mode genre balèque, j'ai pas envie de tryhard le jeu quoi. Et on se retrouve avec des persos en carton quoi. On peut pas dire que ce soit très agréable. Si la séquence de tutoriel à bord de l'Andarspire... L'Andarspire est pris dans les tirs. Oui, pardon, l'Andarspire plonge immédiat res dans l'intrigue, les 3 à 5 heures de jeu passées dans les interminables ruelles de Taris ne permettent pas vraiment d'accrocher à l'univers, sauf si vous êtes un fan absolu de Star Wars. Aussi, on peut facilement faire n'importe quoi avec l'attribution des caractéristiques, et passer à côté de pas mal de loot et de points d'expérience essentiels pour maintenir son personnage au niveau des ennemis pendant la première moitié du jeu. Rassurez-vous, à la fin on a un bulldozer qui électrocute tout le monde. Il faut connaître quelques bases de Donjons et Dragons, toujours avoir de quoi désamorcer des mines et déverrouiller des portes, c'est une grosse source de points d'XP, et particulièrement améliorer sa dextérité et sa constitution. Avec ça, vous aurez les bases pour avancer dans le jeu sans avoir à recommencer pour mieux optimiser votre personnage, parce que certains ennemis vous donneront du fil à retordre, malgré leur voix de dessin animé Gulli. Qui ose interrompre ma méditation? Je m'appelle Drago Malfoy. Bon, ce qui marche énormément aujourd'hui, et c'est assez notable pour un jeu de 2003, c'est ni plus ni moins que un effet waouh. Quand on arrive sur de nouvelles planètes, c'est toujours hyper impressionnant, et l'Odyssey Engine crache tous ses poumons pour façonner des décors larges, extrêmement riches, qui appellent à l'exploration, malgré la rigidité des déplacements. C'est pas un open world à la Elder Scrolls, hein. Les milliers de lignes de dialogue rendent le monde extrêmement vivant, et le nombre de répliques contextuelles à vos actions est vertigineux. Même si, évidemment, pour un action RPG AAA, on est loin des possibilités d'un Baldur's Gate de l'époque, où il suffit d'afficher du texte. Les cinématiques hors moteur de jeu sont bluffantes, notamment dans l'espace, et la sensation de jouer à un jeu cinématographique colle à toute l'aventure. Quelques poignées de modes, moins nombreux que pour la suite, permettent aussi d'améliorer la résolution, les textures et les environnements, mais ça reste toujours très impressionnant. La planète océanique Manaan reste aussi largement au-dessus des autres. Bon, et au-delà de sa jouabilité en 2023, qu'est-ce qu'il vaut, KOTOR, comme jeu? Eh ben, c'est pas un classique du RPG pour rien, soyez-en sûrs. Un monde magnifique, un appel à l'aventure vertigineux, des embranchements de scénarios d'une richesse incroyable, des personnages absolument inoubliables, on est sur un monument du jeu vidéo qu'on se perd à faire et refaire et à chaque partie découvrir de nouvelles choses. La progression côté lumineux et côté obscur sont extrêmement différentes et permettent des tas et des tas de possibilités, entraînant de lourdes conséquences sur l'évolution du scénario et même sur l'univers Star Wars en général. Par contre, je sais que beaucoup de fans de KOTOR dont je fais partie ne seront pas d'accord avec moi, c'est que son scénario principal, je trouve pas que ça soit le point fort. Non mais on se calme, ça reste une excellente histoire, ce qui remplit parfaitement son rôle, faire voyager aux 4 coins de la galaxie et rencontrer des tas de compagnons qui culminent dans un événement majeur de l'univers de Star Wars en général. Bon, pas de doute, le cahier des charges est rempli, et c'est le minimum de ce qu'on attend pour un aussi gros jeu Star Wars. Par contre, excusez-moi, mais le héros qui a une affinité de fou avec la Force, une carte à aller chercher dans une galaxie, la super arme aux mains des méchants, l'infiltration dans une base ennemie où le héros perd un être cher, bon, c'est un peu le niveau 0 de l'originalité dans cet univers. Ouais, coucou toi. Certes, la révélation comme quoi le héros et le terrible Dark Revan marche bien, c'est globalement inattendu et ça fait son petit effet, mais la trame principale de KOTOR ne parvient pas, selon moi, à trouver son rythme. Un début poussif et trop lent sur Taris, une superbe séquence de présentation sur Dantooine, suivie d'une trame qui stagne pendant des dizaines d'heures, le temps de récupérer tous les morceaux de cartes, et un final qui a enfin un vrai souffle épique qu'on attend d'une grosse production Star Wars. Il y a aussi quelques moments d'écriture qui font un peu grincer des dents. Par exemple, le disciple de Dark Malak, Dark Bandon. Regardez comme je suis méchant, je tue un soldat random pour montrer mon seul trait de personnalité. Dark Malak non plus, je suis désolé, mais je trouve pas que ça soit un antagoniste si mémorable. C'est une espèce de déclinaison de Dark Vador avec un caractère plus unilatéral. Le jeu fourmille de personnages fonction du genre et ça fait pas mal contraste, avec des compagnons bien mieux réussis. Parce que oui, c'est vraiment le point fort du jeu, et je saurais même pas par quoi commencer. Carso Nazi, le pilote de la République traumatisé et en relation conflictuelle avec son fils, c'est un des meilleurs axes de scénario du jeu. Bastila avec ses doutes et sa relation froide avec sa mère, c'est aussi une des meilleures romances de l'histoire du RPG. Giovanni et son tiraillement inextricable, en plus d'être l'une des toutes premières romances lesbiennes sérieuses de l'histoire du jeu vidéo. Mais aussi la joie de vivre de mission et sa quête personnelle hyper intéressante qui implique son frère truand. Les autres personnages sont un petit peu plus effacés, comme Canderous, Zalbar ou Jolly, malgré des interactions assez chouettes. Même si bon, j'arrive pas à voir en Jolly autre chose qu'une version discount de Kreia. Et puis bon, les droïdes c'est comme s'ils existaient pas, on se contentera juste des dialogues rigolos de HK-47. Je croyais que la catégorie des sacs à viande à laquelle vous appartenez était flattée d'être appelée ainsi. Aussi, la localisation est pas franchement réussie, et le doublage français sont bons les années 2000. Et les gars,
Vous avez entendu? C'est sa tournée. Les soucis de traduction sont fréquents et ça n'aide pas vraiment à se plonger dans le jeu aujourd'hui. Heureusement que le Odyssey Engine intègre une synchro des lèvres procédurale qui permet des résultats bluffants sur les visages, quelle que soit la langue. Pour rester sur la partie sonore, c'est évidemment un travail incroyable qui immerge dans la galaxie Star Wars comme peu d'autres jeux en ont le talent. La musique composée par Jeremy Soule dénote des termes orchestraux magistraux de John Williams mais propose à la place une signature unique et des thèmes inoubliables à ce jeu culte. Car oui, il ne faut pas se méprendre, Knights of the Old Republic est un jeu incroyable. C'est un titre d'une richesse hallucinante qui traverse les générations de fans et qui a fait aimer Star Wars à des centaines si ce n'est des milliers de joueurs et de joueuses. Et c'est un jeu que chacun aime à sa façon. Chaque fan de KOTOR l'appréciera et aura des réserves sur des aspects différents. Tiens, Sia, c'est quoi ton rapport à KOTOR, toi? Alors, mon rapport à KOTOR, il est un petit peu particulier puisque j'ai découvert KOTOR quand j'avais 10-11 ans, donc il est en partie lié à mon enfance. C'était la première fois que je jouais à un RPG, donc j'ai adoré, et ensuite coup de foudre immédiat pour le jeu. Je me souviens avoir trouvé, que ce soit au niveau des planètes, au niveau de l'histoire, au niveau des personnages, en fait tout me paraissait beaucoup plus intéressant, beaucoup plus profond, beaucoup plus construit que ce que j'avais vu dans les films, bien que j'adorais déjà les films, mais en fait KOTOR m'a révélé quelque chose en fait sur Star Wars. Je me suis dit en fait Star Wars c'est tellement plus vaste que les films, et finalement c'est KOTOR qui m'a mise dans l'univers étendu, qui m'a donné ensuite envie de lire les livres, de me renseigner justement sur les comics, de regarder en fait les séries. Bref, c'est KOTOR qui a créé en fait cette véritable passion pour Star Wars, parce que j'aimais déjà Star Wars avant, mais KOTOR a créé la passion. Et aujourd'hui, je trouve pas d'autre jeu qui ait pu me faire ressentir autant d'émotions. Je pense que je me lasserai jamais de ce jeu, je me lasserai jamais d'explorer les planètes, je me lasserai jamais d'explorer en fait les quêtes, parce qu'il y en a tellement, il y a tellement de possibilités dans ces jeux. C'est infini. J'espère en tout cas que KOTOR aura son remake, parce que s'il y a bien un jeu qui mérite un remake, c'est KOTOR. Lorsque Knights of the Old Republic est publié en 2003, c'est un raz de marée. La hype Star Wars est alors à son paroxysme avec la sortie de l'épisode 2 de la prélogie, et la qualité narrative et ludique du jeu est appréciée par tout le monde. 3,2 millions d'exemplaires de KOTOR se sont vendus. Sur l'agrégateur de notes Metacritic, c'est la monstrueuse note de 93% qui couronne le titre de BioWare. Il est élu jeu de l'année par 48 institutions et magazines de jeux vidéo, et encore récemment dans le top 100 des meilleurs jeux vidéo de tous les temps. Rien que ça. La période dans laquelle se déroule KOTOR devient alors une poule aux œufs d'or, et la galaxie Star Wars s'empare du créneau avec la série de comics Chevaliers de l'Ancienne République, se déroulant quelques années avant les événements du jeu. Franchement, c'est pas mal, même si la qualité des dessins varie, on va dire. Pour BioWare, c'est un palier énorme de franchis. Ils ont réalisé un des plus grands jeux d'une des plus grandes licences de l'histoire de la science-fiction. LucasArts veut évidemment lancer un second opus de KOTOR pour réitérer le succès et en faire une franchise phare. Cependant, BioWare décide de partir vers d'autres horizons, car le game designer de KOTOR vient de faire valider au studio la création d'une nouvelle licence qui se voudra être le Star Wars du jeu vidéo. BioWare s'associe à leurs collègues de Pandemic Studios, à l'origine des deux formidables jeux Battlefront, et échafaudent ensemble l'avenir du genre RPG. LucasArts se retrouve alors sans studio pour succéder au mastodonte qu'est BioWare, et garde au chaud leur projet de suite à KOTOR. Et ça tombe bien, des vétérans du RPG sur ordinateur viennent à l'instant de se rassembler dans un tout nouveau studio, et viennent de contacter LucasArts pour leur proposer un action RPG dans l'univers de Star Wars. La relève est donc toute trouvée, mais le jeune studio est alors à des années-lumière de se douter de ce qui allait leur arriver. Aujourd'hui, vous pouvez profiter de KOTOR sur PC et Mac assez facilement grâce aux plateformes Steam et GOG. Malheureusement, les versions PC n'ont pas bénéficié d'optimisation, à l'instar de KOTOR 2, et vous vous verrez forcé de jouer dans une résolution pas dingue. À moins que vous ne mettiez les mains dans le cambouis des mods, vous avez d'excellents guides disponibles en ligne. Aussi, une version mobile très solide est sortie en 2013 et franchement, ça se joue plutôt bien. J'en ai été le premier étonné. Tout l'héritage de KOTOR se trouve évidemment dans le MMORPG à succès Star Wars The Old Republic, qui multiplie les références au premier titre et qui en est une suite directe. Même studio, mêmes auteurs, même ambiance. Récemment, The Old Republic a changé de studio, mais le contenu est gargantuesque, il faut juste aimer la forme des MMORPG de 2011. Aussi, vous n'êtes peut-être pas sans le savoir, mais le studio qui a porté KOTOR sur mobile, Aspyr, a annoncé en grande pompe travailler sur un remake très ambitieux de KOTOR. Cependant, le développement a très vite subi de gros bouleversements, sans qu'on sache réellement ce qui s'est passé. À mon avis, on en a pour un bon moment avant d'en entendre à nouveau parler. Vous vous en doutez, je n'ai pas pu faire un épisode unique sur la série des
KOTOR, qui est une de mes sagas favorites de toute l'histoire du jeu vidéo. KOTOR 2 étant par-dessus tout mon jeu vidéo préféré, je souhaite lui consacrer une grosse vidéo à l'image de celle-ci. On se retrouve donc très bientôt pour conclure ce diptyque de vidéos. Merci à toi Sia pour ta participation à la vidéo et de nous avoir éclairé de ta passion pour l'univers Star Wars. Sia est une streameuse et youtubeuse qui parle avec passion de Star Wars, mais aussi d'autres univers de fantasy, de science-fiction et d'horreur. Son contenu est formidable, très riche, documenté avec talent et c'est super divertissant. Je peux que vous recommander d'aller découvrir son travail. Que la force soit avec vous. À jamais. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Comme je vous l'ai dit, KOTOR c'est un jeu et une saga qui est très cher à mon cœur. Quand j'ai créé l'émission XP, c'est en grande partie pour en parler. Ce sont de gros épisodes bien denses et j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez aimé ce format, je tiens à vous dire que j'ai ouvert une page Patreon qui vous permet de me soutenir financièrement pour mon travail. Ce sont des vidéos que je réalise avec passion, en plus de mon activité professionnelle. La moindre aide me permet de m'investir encore plus à fond dans ce type de vidéos. Aussi, je vous donne rendez-vous dans la zone commentaire pour partager votre expérience avec le premier KOTOR et ce que vous en pensez aujourd'hui, 20 ans après sa parution. Ouais, 20 ans, ça rajeunit pas. Je vous enjoins à liker et à partager la vidéo ainsi qu'à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes de la série XP. Sur ce, je vous dis à la prochaine.